Bonjour à tous, bienvenue pour ce bulletin numéro 33 de la Web TV de Veille Stratégique. Aujourd'hui, nous allons aborder deux sujets. Tout d'abord, l'organisation de coopération de Shanghai donc se réunit en ce moment à Astana au Kazakhstan. Donc nous allons faire un point sur le déroulé de cette réunion, de ce groupe très très important dans le rééquilibrage du monde. Et puis ensuite, nous aborderons deux points en rapport avec le front ukrainien pour terminer cette semaine. Alors, en ce qui concerne donc la réunion d'Astana, on va tout d'abord commencer par le fait que le président Xi Jinping et Vladimir Poutine se sont de nouveau rencontrés et qu'à l'issue de cette rencontre, on a eu donc une déclaration des deux présidents. Donc Vladimir Poutine a rappelé que, comme il l'avait déjà fait au cours de son voyage à Pékin, les relations entre les deux pays sont fondées sur des principes d'égalité et de respect mutuel, et que vraisemblablement, à l'heure qu'il est, c'est le meilleur moment dans l'histoire des deux pays. L'entente entre les deux nations n'a jamais été aussi forte et aussi intense. Donc ça se reflète notamment, comme l'a expliqué Vladimir Poutine, dans les flux touristiques entre les deux pays, puisque on a plus d'1,2 million de voyages qui ont été enregistrés de part et d'autre. Donc ça signifie que que les peuples s'intéressent aux deux pays et tentent de le visiter. Ensuite, la coopération, Poutine a rappelé que la coopération entre les deux États, elle est dirigée contre absolument personne. C'est pas une alliance. Alors déjà, c'est pas une alliance en soi en termes diplomatiques, mais surtout, c'est pas là pour agresser quelque État que ce soit. C'est vraiment là pour que l'intérêt des deux peuples puisse être servi dans les meilleures conditions par les décisions politiques. Et enfin, Vladimir Poutine a rappelé que l'organisation de coopération de Shanghai était un des piliers donc de cet ordre mondial multipolaire auquel les deux pays aspirent, je le rappelle, depuis la fameuse déclaration du 4 février 2022 au moment des Olympiades d'hiver en Chine. Cette déclaration était passée un petit peu inaperçue des médias de grand chemin, pas des observateurs attentifs, mais à l'époque, peu de gens s'étaient fait l'écho de cette déclaration de ce côté-ci du monde, et pourtant cette déclaration clarifiait la position que prenaient les deux pays à l'égard de l'hégémon anglo-saxon déclinant, à savoir que désormais les deux pays refuseraient et refusaient toute domination des jure ou de facto de la part de Washington et Londres sur les affaires du monde, et qu'il n'était plus question de se laisser dicter la loi par des gens qui avaient pour rhétorique faites ce que je dis mais faites pas ce que je fais, pour résumer un petit peu les choses. Ensuite, donc bien sûr, Vladimir Poutine a rappelé que l'interaction entre la Russie et la Chine dans la diplomatie mondiale et dans les affaires internationales était un des principaux facteurs de stabilité, puisque les deux pays travaillent la main dans la main sur le plan diplomatique pour tenter de régler des problèmes ailleurs dans le monde et de trouver des solutions ailleurs sur la planète. Alors bien sûr, le conflit ukrainien échappe à cette sphère d'influence, pourrait-on dire, puisque c'est le précaré russe qui est en jeu dans cette affaire, mais disons qu'on voit bien que les deux pays sont dans une collaboration étroite, coopération étroite au sujet de tout ce qui peut se passer au Moyen-Orient, de ce qui peut se passer également en Afrique ou en Amérique latine, et que les deux diplomaties ne sont pas inféodées l'une à l'autre, mais tentent de poursuivre des buts communs. De son côté, le président Xi Jinping, lui, a rappelé que les accords qui ont été conclus entre les deux pays sont pleinement mis en œuvre, et que la coopération dans les domaines dans lesquels on a signé des accords progresse sans aucune difficulté. Il a également donc rappelé que l'amitié entre les deux pays permettait d'œuvrer pour le bien-être des deux peuples,
et de protéger les droits et les intérêts légitimes des deux peuples, ce qui est très très important, hein, c'est-à-dire maintenant de rappeler que, une fois encore, les États-Unis et leurs alliés ne sont pas les seuls à avoir une légitimité pour revendiquer sur la scène internationale telle ou telle position. Et bien sûr, on pense que quand Xi Jinping évoque ses droits et intérêts légitimes, il évoque bien évidemment ce qu'on a déjà expliqué au sujet de Taïwan et au sujet de la reconnaissance par la communauté internationale dans le sillage de la reconnaissance il y a maintenant 60 ans par le général de Gaulle d'une seule Chine, et que cette Chine est à Pékin, qu'elle soit communiste, marxiste-léniniste, vous l'appelez comme vous voulez, peu importe, c'est la seule Chine qui soit légalement reconnue par la communauté internationale, et donc ses droits sur Taïwan sont pleins et entiers. Après, on peut se lancer dans toutes les discussions possibles sur le règlement de cette question, mais l'affirmation de cette légitimité en droit international, elle est incontestable. Et c'est pas parce que le régime de Pékin déplaît par rapport à des aspirations politiques des uns et des autres ici en Occident qu'il faut que ces aspirations légitimes soient balayées du revers de la main, voire pire, servent d'éventuels casus belli pour les États-Unis à l'égard de Pékin. Voilà. Donc Xi Jinping a rappelé que le sommet qui se déroulait à Astana, hein, la rencontre entre les deux présidents a eu lieu avant le début officiel du sommet, que le sommet allait jouer un rôle crucial une fois encore pour déterminer de tout un tas d'accords économiques, diplomatiques dans les années qui viennent entre les différents États qui y sont représentés. Alors, au cours de la conférence elle-même, Vladimir Poutine a repris la parole pour déclarer que la Russie considérait, donc là on est vraiment sur des positions, on revient dans le détail à la position de la Russie, hein, que la Russie considérait comme étant de son bon droit de reprendre le développement et la production de missiles à courte et moyenne portée. Hein, tout ça avait été plus ou moins suspendu par rapport au traité entre les États-Unis et la Russie depuis la fin de la guerre froide, pas à la fin, mais depuis la fin de la guerre froide, et que c'était dans l'objectif que la Russie puisse être prête à répondre au déploiement de missiles américains à courte et moyenne portée partout dans le monde. C'est-à-dire que les États-Unis, comme d'habitude, se sont affranchis pour eux-mêmes de toute limite, et la Russie en fait autant de manière tout à fait, on va dire normale, je vais pas dire forcément raisonnable, mais en tout cas de manière tout à fait normale, dans un esprit de réciprocité, pardon. Il n'y a pas de raison que seuls les Américains continuent de faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent et où ils veulent. Voilà. Alors, Poutine a également rappelé que les États-Unis sont responsables de la destruction de plein d'éléments qui étaient la base de la stabilité mondiale. Hein. On peut penser notamment, en ce qui concerne les armements, au retrait de certains traités de non-prolifération, de limitation de tel ou tel type d'armement, ce qui a poussé la Russie à déjà prendre les mêmes décisions pour elle-même, hein, puisque quand vous signez un traité entre deux nations et qu'il y en a une qui dit bah moi je le déchire, il n'y a pas de raison que vous vous sentiez encore contraint de respecter votre part. Donc Vladimir Poutine a rappelé cet état de fait. Et il a regretté que malheureusement, alors bien sûr il n'y a pas que dans le domaine de l'armement, hein, les États-Unis sont une puissance de déstabilisation, on le sait bien depuis la fin de la guerre froide, il l'était avant la guerre froide, mais dans le contexte d'une confrontation avec l'Union soviétique, donc ça passait pour perte et profit dans le cadre de cette confrontation, mais depuis la fin de la guerre froide, on l'a vu notamment avec ce qui s'est passé ces 20 dernières années au Moyen-Orient. Et au Proche-Orient, les États-Unis ne sont qu'une puissance de déstabilisation qui a mis par terre l'Irak, qui a complètement déstabilisé l'ensemble des voisins de l'Irak et qui a provoqué et soutenu, en tout cas pas provoqué, mais qui a soutenu une partie de la rébellion, y compris des gens complètement radicalisés en Syrie, et donc la Russie n'a pas pu et ne peut pas réagir à toutes les actions qui sont entreprises dans le monde par les États-Unis, avec comme objectif la déstabilisation. C'est un aveu
de la limite de la puissance russe, hein, contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire partout, la Russie n'est pas un pair, un peer, comme disent les Américains, de même niveau que les États-Unis. Hein. Bien évidemment que non. Hein. Les dépenses de budget d'armement des États-Unis depuis la fin de la guerre froide comparés à ceux de la Russie, y compris depuis l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, on est sur des échelles de 1 à 5, de 1 à 8, de 1 à 10. Hein, c'est pas du tout la même chose. Alors même si les États-Unis ont énormément gaspillé d'argent dans des programmes comme le F-35, comme le Zumwalt pour leur marine ou ce genre de choses, ça reste quand même des développements avec des coûts financiers que seuls les États-Unis peuvent s'offrir. Ils peuvent se l'offrir parce que bien sûr, ils jouent avec la planche à billets pour que le dollar ne soit pas évacué de notre histoire, hein, puisque s'ils n'avaient pas cette possibilité d'auto-endettement quasiment infini, bien évidemment que tout ça n'aurait plus lieu depuis plusieurs dizaines d'années. Donc ça leur permet donc de mener des opérations et des actions de déstabilisation que la Russie, et même aujourd'hui alliée avec la Chine, n'a pas forcément les moyens de contrer. Voilà, donc Poutine a rappelé que toute négociation de stabilité stratégique entre les États-Unis et la Russie nécessitait de la bonne volonté, mais qu'il a noté que parfois les Américains étaient capables d'en faire preuve et parfois ils n'en faisaient pas preuve, et donc il fallait se préparer en conséquence à réagir du côté russe. Voilà, et que ça empêche bien sûr d'établir un dialogue constructif à long terme, et qu'en plus de ça, étant donné qu'on est en année électorale, c'est absolument impossible, puisque les promesses qui pourraient être faites ou les engagements qui pourraient être pris n'ont quasiment pas il n'y a pas de certitude qu'ils seront tenus avec la nouvelle administration, si une nouvelle administration il y a à la fin des élections au mois de novembre prochain. Voilà. Alors, en ce qui concerne l'Ukraine, il a rappelé qu'il pouvait pas établir de cessez-le-feu, puisque de l'autre côté, il n'y a aucune volonté de négocier, il n'y a aucune volonté de céder quoi que ce soit en échange de ce cessez-le-feu. Hein. Il a rappelé cette position qui est très importante, c'est-à-dire que on réclame un cessez-le-feu, bon très bien, mais si vous voulez un cessez-le-feu, faut arriver avec autre chose en échange. C'est le principe même d'une négociation de diplomatie dans un cas comme celui de la guerre en Ukraine. Vous pouvez pas juste dire on veut un cessez-le-feu unilatéral. Il y a qu'à voir ce qui se passe depuis maintenant le 7 octobre entre les Israéliens et les Palestiniens. Vous pouvez appeler à des cessez-le-feu. Il faut qu'il y ait une contrepartie des deux parties qui soit faite. Et ça peut pas être juste l'une cède pour le bon plaisir des autres. Hein, c'est pas possible. Donc là, il peut pas y avoir de cessez-le-feu s'il n'y a pas un minimum d'accord avec les Ukrainiens, et donc bien sûr avec leur maître anglo-américain, pour que les choses puissent avancer. Hein, parce que sinon, si ça permet pas de faire avancer la situation politique, le cessez-le-feu en soi ne sert à rien pour la Russie, puisqu'elle est toujours à l'initiative et qu'elle a toujours le vent en poupe depuis maintenant plusieurs semaines. Hein, voilà. Donc de la même manière, donc Vladimir Poutine considère que le règlement du conflit par l'intermédiaire d'un tiers demeure impossible, hein, même si, notamment, on a vu les efforts faits par Viktor Orban pour essayer de dire à Zelensky lorsqu'il est passé à Kiev là, en début de semaine, peut-être pouvez-vous essayer d'améliorer votre position. Pour les Russes, il faut d'abord que l'Ukraine se déverrouille elle-même, puisqu'on rappelle qu'il y a une loi qui a été votée pour interdire la négociation. Hein. On en est quand même d'abord à régler ce problème-là. Donc qu'un tiers vienne s'immiscer dans tout ça, si ce tiers c'est Washington ou Londres, on sait bien à quoi ça aboutit en février-mars 2022, il n'y a pas de raison que ça aille mieux aujourd'hui. Sinon que, bien évidemment, on attend la fin des élections américaines. Donc Vladimir Poutine, au cours de la conférence, a rappelé hein, la place qu'occupait l'Organisation de coopération de Shanghai comme centre indépendant du nouveau monde multipolaire, et le fait que tous les pays de l'OCS s'opposent
aux armes dans l'espace, hein, donc ça c'est quelque chose qui est très important, de dire voilà, c'est un signal qui est envoyé à l'ensemble des autres pays qui ne font pas partie de l'OCS, qui marque la volonté de ne pas militariser l'espace extra-atmosphérique. Hein, on a eu plein de discussions, on nous a fait croire, suite à des interprétations de déclarations, que les Russes allaient militariser l'espace. Je rappelle que les seules personnes qui ont militarisé l'espace et qui ont fait détonner une charge nucléaire, ce sont les États-Unis dans les années 60. Hein. C'est pas les Soviétiques ni les Russes. Voilà. Ensuite, il a rappelé, c'est important puisque certains des fois posent la question de où en sommes-nous entre les Russes et enfin entre la Russie et le terrorisme qui a frappé le pays avec l'attentat du Crocus. Il a rappelé que la diplomatie russe avait des contacts avec les talibans qui s'apprêtent ou qui semblent prêts à travailler sur l'antiterrorisme avec les services russes, ce que Moscou bien sûr accueille tout à fait favorablement, puisque c'est quelque chose d'extrêmement important. Hein, on sait que certaines cellules ont des éléments qui reviennent d'Afghanistan et qui apportent un certain savoir-faire pour préparer des opérations terroristes comme celles qui ont encore frappé euh, le Daghestan il y a 15 jours. Voilà. Et la Russie a l'intention de maintenir des relations avec les structures politiques afghanes. C'est-à-dire que pour Moscou, le gouvernement afghan, hein, là encore, Vladimir Poutine fait preuve d'un esprit de réel politique. Hein. Les talibans peuvent déplaire à beaucoup de gens, et on peut largement comprendre pourquoi, mais c'est eux qui sont au pouvoir à Kaboul, et donc c'est avec eux qu'il faut discuter. Ça ne veut pas dire qu'il faut se coucher devant eux, ça ne veut pas dire qu'il faut applaudir à toutes les décisions qu'ils prennent, mais ça veut dire que, vu que ce sont les représentants légitimes ou non, ça je suis tout à fait d'accord sur cet aspect-là, mais ce sont les représentants actuels du gouvernement de l'Afghanistan, donc il faut discuter avec eux, fût-ce difficilement, fût-ce de manière tendue, mais il faut le faire. Voilà. Donc je tenais à revenir sur cette conférence longuement parce que c'est vraiment très important et parce que, étant donné que dans nos médias aujourd'hui il y a de la place que pour les élections législatives de dimanche et tout le cirque qui va avec, et que toute l'actualité internationale a totalement disparu de tout ça, il me semblait important de rappeler que il y a presque, parce qu'à la conférence d'Astana, hein, vous avez des représentants du Pakistan, vous avez des représentants de l'Inde, etc. Hein, donc vous avez quand même au moins plus d'un tiers de l'humanité qui se réunit au cours de cette conférence. Hein. C'est pas juste un petit club comme ça fermé. C'est pas une réunion de l'Union européenne, hein, et de la Commission de Bruxelles. Donc si on n'en parle pas et de ce qui s'y dit et des gens qui s'y rencontrent et de la façon dont ils voient le monde, une fois encore, on perd le sens de ce qui se passe autour de nous et qui est bien plus important que tout ce qu'on nous raconte depuis la fin des élections européennes ici. Alors, avant de passer à l'Ukraine, je tiens encore une fois à vous remercier pour votre fidélité, pour les pouces en l'air, hein, les likes, pour les commentaires positifs, pour ceux qui ont fait un geste financier. Hein. On a toujours besoin de vous pour nous aider à poursuivre notre développement, pour continuer à s'abonner à d'autres sites d'information anglo-saxons pour diversifier nos sources d'information. Et comme vous le savez, c'est des abonnements qui coûtent toujours très cher, donc n'hésitez pas à poursuivre votre soutien financier pour qu'on puisse faire ça. Et puis, qu'on puisse continuer d'acheter de la documentation, on vous l'a dit, c'est sûr, hein, on a eu des dons suffisants pour acheter et on a commencé à la compulser de la documentation sur l'armée indienne et les forces armées indiennes pour le mois de septembre, vous faire un numéro spécial sur les forces armées indiennes sur le modèle de celui qu'on a fait pour la Chine. Et puis on aimerait donc pour la fin de l'année en faire un sur l'état des forces américaines, parce que ça c'est très très important, hein. On vient d'évoquer le programme du F-35, le Zumwalt, etc. Ça nous semble aussi très important. Donc là encore, on a besoin de pouvoir acquérir de la documentation en prévision. Donc on compte sur vous pour pouvoir continuer d'avoir un peu de ressources pour faire ces acquisitions. Alors, en ce qui concerne l'Ukraine, aujourd'hui, on ne va pas parler du front militaire lui-même, hein, parce que la situation, vous avez pu la suivre sur Veille Stratégique,
On a vu des avancées un peu partout sur le front. À Chassoviar, le micro-district à l'est du canal est tombé. On a plein d'avancées dans le secteur d'Orechettiné, dans le secteur d'Ougledar. Enfin bref, l'ensemble du front, il y a eu des phases de conquête, certes de quelques centaines de mètres ou de quelques kilomètres, mais qui déstabilisent complètement l'ensemble de la structure défensive ukrainienne. Donc vous pouvez continuer de suivre ça sur le blog et sur les reprises du blog, sur notre chaîne Telegram, bien sûr. N'hésitez pas à venir sur Telegram, et puis sur mon compte Twitter, Tertios del Sol, enfin mon compte X. On essaye aussi de partager des infos complémentaires. Donc là, en ce qui concerne l'Ukraine en général, on a eu l'annonce, ça aussi c'est passé très inaperçu à cause du silence de l'actualité, un nouveau paquet d'aide américain, donc le 60e package par rapport à ce que les Américains ont encore en stock pour une valeur assez limitée, 150 millions de dollars. Et où tout est quasiment concentré sur l'acquisition, enfin sur l'envoi de munitions de 155 mm, soit à peu près 20 000 coups, donc autant dire 10 jours de tir. Voilà, quand on vous donne les estimations sur les combats, que l'armée ukrainienne a une capacité de tenir une cadence de tir de 2 à 3 000 coups par jour, voilà, 20 000 obus, vous faites le calcul, ça vous fait, allez, en faisant quelques économies, en limitant vos tirs, vous vous retrouvez avec maximum 15 jours de feu avec tout ça. Ça comprend également donc des missiles anti-chars, j'imagine Javelin, de quelques munitions de HIMARS, des missiles anti-aériens pour les batteries Hawk, et puis du petit équipement, mais la moitié de ce package est essentiellement consacré donc à l'artillerie. Alors il y en a eu un autre qui lui a été distribué pour tout ce qui concerne les patriotes. Donc lui, il s'élève à 2,2 milliards de dollars. Il y a environ un tiers de la somme, donc 70 millions de dollars, qui est consacré aux missiles Amram pour les NASAM, et 1,5 milliard de dollars aux missiles patriotes. Voilà, donc ça représente environ 600 missiles Amran et un maximum de 300 missiles pour les patriotes, ce qui va permettre à la défense antiaérienne ukrainienne de revenir à un niveau, on va dire, acceptable, mais pour une durée qui risque d'être limitée à cet été. Alors c'est bien, mais on va voir aussi comment, entre le moment où cette commande va arriver en Ukraine et le moment où elle va arriver au front ou sur les batteries patriotes qui sont distribuées un peu partout, on va voir ce qui va lui arriver ou pas. Parce que on a vu bien évidemment à chaque fois qu'il y a des grandes livraisons comme ça américaines ou européennes qui sont annoncées, on a des dépôts qui se prennent un missile Iskander sur le coin de la figure et il y a la moitié de ce qui avait été annoncé qui part en fumée. Donc faut surtout pas se dire que ça y est, youpi, l'armée ukrainienne repart à l'offensive demain matin. Surtout que cette commande, elle va prendre environ 6 mois sur donc tout le prochain semestre jusqu'à la fin de l'année pour être entre guillemets distribuée par rapport notamment au déploiement de la production des missiles patriotes et donc comme le font remarquer les observateurs, 3-4 raids majeurs menés par les Russes pourraient causer des dommages assez importants à tout ça. Donc au final, quand on voit l'ensemble de ces deux packages, on se dit que c'est tout à fait insuffisant pour mener des actions décisives sur le front. Et on verra donc si d'ici les élections américaines, d'autres moyens seront déployés, ce dont je doute fort, en tout cas d'autres moyens avec une portée décisive pour l'armée ukrainienne, puisque c'est ça le plus important pour elle. Alors, on l'a vu, je fais un bref insert sur ce qui s'est passé hier au niveau avant-hier, pardon, ce qui s'est passé mercredi. Les Russes ont frappé des entrepôts à Odessa et à Ilyichik
Ilichivsk, pardon, où donc on imagine, vu qu'il y a eu des détonations secondaires, qu'ils ont frappé des dépôts, des entrepôts dans lesquels on met des munitions qui viennent justement de ces paquets d'aide militaires américains ou européens. Donc voilà, dès qu'on a ce genre de choses qui est repéré par les renseignements russes, les trois quarts du temps, on sait qu'il y a une frappe qui est menée, généralement donc par des missiles, de telle sorte à ce que ça puisse pas arriver jusqu'au front. Donc ça pose de gros problèmes pour l'armée ukrainienne parce que les Occidentaux s'exonèrent en disant bah regardez, on a envoyé ce qu'il faut, mais une fois que c'est là-bas, ça a beaucoup plus de mal qu'avant à atteindre la ligne de front, d'autant que les quantités, le volume critique est beaucoup moins élevé, donc s'il y a des destructions, ça fait qu'il y a encore moins de matériel qui arrive sur la ligne de front, alors que la situation est de plus en plus difficile. Et puis, autre point qui concerne l'arrière-front, mais qui va dans le même sens que ces frappes sur les dépôts et les entrepôts des armements occidentaux envoyés à l'Ukraine, on a eu, depuis le début de la semaine, sur 3 journées consécutives, des frappes sur les moyens aériens ukrainiens. Ça veut dire bon qu'il en restait, on en avait déjà parlé mardi, mais là, on a vu des missiles tomber pour détruire donc un avion ukrainien, en plus des 6 chasseurs Sukhoi 27 qui avaient été touchés lundi. On en avait parlé sur la base de Mirgorod. Et donc là, la base qui a été touchée, alors attendez que je retrouve, c'est celle donc de Poltava, et où on a un hélicoptère Mi-24 qui lui aussi a été détruit et vraisemblablement, si on en croit les images qu'on vous diffuse, par un missile Iskander. Et hier jeudi, c'est la base aérienne de Dolgintsevo, près de Kryvyi Rog, qui a été donc elle aussi frappée par 3 missiles Iskander vraisemblablement. Donc ça veut dire que les moyens ukrainiens, les moyens aériens ukrainiens qui restaient à leur disposition, je dis pas qu'ils ont tous été éradiqués, qui, comme je l'expliquais mardi, viennent globalement des stocks de l'ex-pacte de Varsovie, des pays comme la Pologne, la Roumanie, la République tchèque, etc. Tout ça est de nouveau victime des frappes en profondeur menées par les Russes, de telle sorte à ce que, puisque ces avions ont généralement les vecteurs de transport, alors peut-être pas forcément les Sukhoi 27, mais d'autres avions sont les vecteurs des Scalp ou des Storm Shadows après modification, on comprend que les Russes tentent de les détruire au sol avant qu'ils puissent délivrer leurs munitions sur des cibles d'importance, ou comme ça a été le cas à Sébastopol, que leurs missiles soient vraisemblablement interceptés, mais continuent de créer des dégâts sur la population civile. Voilà, donc on se rend compte que l'Ukraine avait encore, comme certains l'affirmaient, on pouvait s'en douter, des moyens aériens, mais que cela commence à être de plus en plus repéré sur l'arrière-front et ciblé immédiatement avant même de pouvoir être utilisé. Voilà, chers amis, ce qu'on pouvait dire pour conclure cette semaine. On reparlera du Proche et du Moyen-Orient la semaine prochaine, hein, vous inquiétez pas, mais aujourd'hui, il me semblait très important de faire un point sur la conférence de l'OCS à Astana, afin de vous donner une vision plus large de ce qui se passe dans notre pauvre monde, loin de ce que peuvent nous raconter les médias de grand chemin en France, qui n'est malheureusement focalisé que sur le pauvre destin de notre pays. Voilà. Alors je vous rappelle, donc pouce en l'air, commentaire positif, partage, et surtout partagez toutes nos autres publications, je vous en supplie. Pas seulement les vidéos c'est bien, on a vu qu'il y avait une augmentation, mais partagez aussi tout ce qu'on produit d'autre. C'est très important, et quel que soit l'intérêt pour votre réseau, ce qui importe, c'est de partager, parce que ce que l'algorithme voit, c'est le nombre de partages. C'est pas le fait que vous ayez partagé ça sur votre Facebook et que personne ne s'y intéresse. Non, ce qu'il veut, c'est qu'il y ait des partages, point barre. Donc même si autour de vous, sur vos réseaux, personne ne s'intéresse à l'actualité internationale,
franchissez le pas et partagez non pas seulement nos vidéos, mais toutes nos publications pour nous aider dans notre référencement. Et puis si vous avez quelques moyens financiers, n'hésitez pas donc à nous faire un don pour qu'on continue d'agglomérer de la documentation en vue de nos prochaines émissions spéciales. Voilà. Donc à partir de la semaine prochaine, on repasse à une vidéo tous les vendredis pour toute la durée du mois de juillet. Hein. On reprendra les vidéos les 2 vidéos par semaine au mois d'août. Et donc d'ici là, passez, si vous avez l'opportunité, de bonnes vacances. Je vous souhaite un bel été si on se revoit pas avant la fin de l'été pour ceux qui partiraient pendant 2 mois. Et surtout restez à l'écoute parce que le monde ne s'arrête pas de tourner malgré nos loisirs et malgré nos temps de pause. À très bientôt. Au revoir.